Mai 1945. Dans une cabane à 2400 mètres d'altitude dans les Alpes autrichiennes, entourée de 9 mètres de neige et accessible seulement après 5 heures d'escalade nocturne, 4 hommes dorment parmi des armes automatiques, du champagne français et des millions en fausse monnaie. L'un d'eux mesure 1,93 m, pèse 100 kg et a des cicatrices profondes marquant les deux côtés de son visage. Pendant 3 ans, il contrôla l'appareil de terreur le plus sophistiqué jamais construit. La Gestapo, le Sicherheitsdienst, la police criminelle et les services de renseignement du Reich allemand unifiés sous un seul commandement. Sa signature autorisa le meurtre de millions. Son réseau d'espions s'étendait de Madrid à Istanbul. Son nom était Ernst Kaltenbrunner, et il était si méconnu que les journaux publiaient des photographies d'autres nazis en croyant que c'étaient les siennes. Heinrich Hoffmann, photographe officiel du Reich, ne trouva dans son archive de milliers d'images pas une seule photographie claire de lui. Cette invisibilité n'était pas accidentelle, c'était l'outil d'un homme dont le pouvoir dépendait précisément de ne pas être vu. Tandis que Göring collectionnait des décorations et que Goebbels prononçait des discours, Kaltenbrunner opérait dans l'ombre, signant des ordres d'exécution sans laisser de traces documentaires, supervisant le génocide sans apparaître sur des photographies, construisant un empire de l'information qui faisait de lui l'homme le plus dangereux du cercle intime de Hitler. À Nuremberg, où 22 dirigeants nazis furent jugés devant le monde, Kaltenbrunner occupa la 5e place sur la liste des accusés. Les procureurs luttèrent pour trouver des documents portant sa signature. Même ses co-accusés le rejetèrent lorsqu'il apparut au banc des accusés, refusant de lui serrer la main. Il était le fantôme du Reich, l'homme qui avait administré l'Holocauste sans apparaître sur des photographies, qui avait envoyé des millions à la mort tout en restant invisible. Voici son histoire. L'homme invisible du Troisième Reich. Dans la liste des 22 nazis jugés à Nuremberg, le 5e nom passait inaperçu. Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel. C'étaient les visages du Reich que le monde connaissait. Mais l'homme qui occupait la 5e place était un fantôme. Peu de documents portaient sa signature. Son nom apparaissait rarement dans la presse. Heinrich Hoffmann, le photographe officiel du Reich, ne trouva dans sa vaste collection pas une seule image claire de lui. Les journaux publiaient des photographies d'autres responsables nazis en croyant que c'étaient les siennes. Cette obscurité n'était pas accidentelle. C'était la marque professionnelle d'Ernst Kaltenbrunner, chef des services unifiés de renseignement et de sécurité du Reich. Ernst Kaltenbrunner naquit le 4 octobre 1903 à Ried im Innkreis, en Haute-Autriche. Son père était avocat, un homme de classe moyenne aux aspirations bourgeoises. La famille déménagea à Linz lorsque Ernst était enfant. Là, dans les mêmes salles de classe qu'Adolf Hitler avait fréquentées des années auparavant, se forgea une connexion qui marquerait le destin de l'Europe. Hitler et Kaltenbrunner ne partageaient pas seulement la même ville natale, leurs enfances s'entrelacèrent dans les rues de Linz, créant des liens personnels qui survivraient des décennies. La Première Guerre mondiale se termina lorsque Kaltenbrunner avait 15 ans. L'Autriche-Hongrie se désintégra. L'empire qui avait dominé l'Europe centrale pendant des siècles fut réduit à une petite république alpine. Pour de nombreux Autrichiens, en particulier ceux d'origine allemande, cette défaite fut une humiliation insupportable. Kaltenbrunner absorba ce ressentiment. En 1921, il entra à l'université de Graz pour étudier le droit. Il avait 18 ans et mesurait 1,93 m. Sa stature imposante, combinée à une personnalité agressive, fit de lui un membre éminent des corporations étudiantes. Ces fraternités n'étaient pas des clubs sociaux, c'étaient des champs d'entraînement pour le nationalisme allemand extrême. Les cicatrices sur le visage de Kaltenbrunner racontaient une histoire. Dans les corporations étudiantes, on pratiquait le mensur, des duels rituels au sabre qui laissaient des marques permanentes. Kaltenbrunner accumula des cicatrices profondes des deux côtés du visage. Ce n'étaient pas des symboles de vanité, c'étaient des titres de légitimité. Dans la culture nationaliste allemande de l'époque, ces marques identifiaient un homme comme courageux, discipliné, prêt à souffrir. Kaltenbrunner portait les siennes avec fierté. Il obtint son doctorat en droit en 1926. Il établit un cabinet à Linz. Au cours des 6 années suivantes, il exerça comme avocat, défendant principalement des membres du parti nazi autrichien, alors illégal.
L'Autriche interdit le parti en 1933 après l'assassinat du chancelier Dollfuss. Mais l'interdiction ne fit que pousser le mouvement dans la clandestinité. Kaltenbrunner ne se limitait pas à défendre des nazis devant les tribunaux. Il était l'un d'eux. Il avait rejoint le parti en 1930 alors qu'il était encore légal. Son numéro d'adhésion était 300,179. En 1934, tandis que Hitler consolidait son pouvoir en Allemagne, Kaltenbrunner dirigeait des opérations secrètes en Autriche. Il organisa des cellules clandestines, coordonna des sabotages, recruta des sympathisants au sein de la police et de l'armée. Son cabinet juridique servait de façade à des activités de renseignement, documents, armes, argent. Tout passait par les bureaux apparemment respectables du docteur Kaltenbrunner à Linz. La police autrichienne l'arrêta plusieurs fois. Il passa des mois en détention préventive. Chaque arrestation ne faisait que renforcer sa crédibilité parmi les nazis autrichiens. Chaque libération, faute de preuves, démontrait son habileté à opérer dans l'ombre. Le 12 mars 1938, les troupes allemandes franchirent la frontière autrichienne. Il n'y eut aucune résistance. L'Autriche cessa d'exister en tant que nation indépendante, absorbée dans le Reich allemand. Pour Kaltenbrunner, l'Anschluss représentait l'aboutissement d'années de travail clandestin. Sa récompense fut immédiate. Heinrich Himmler, Reichsführer des SS, le nomma SS-Brigadeführer et chef des SS en Autriche. À 34 ans, Kaltenbrunner contrôlait l'appareil de sécurité de toute une nation annexée. Il ne perdit pas de temps. Dans les mois qui suivirent, Kaltenbrunner mit en place en Autriche le même système de terreur que les SS avaient perfectionné en Allemagne. Arrestation massive d'opposants politiques. Juifs contraints de nettoyer les rues tandis que des foules les humiliaient. Organisation dissoute, biens confisqués, personnes disparues au milieu de la nuit. Le système des camps de concentration s'étendit. Mauthausen fut construit en 1938 près de Linz, sous la supervision directe de Kaltenbrunner. Conçu comme un camp de catégorie 3, le plus brutal, Mauthausen était destiné aux prisonniers jugés irrécupérables. Le taux de mortalité dépassait 50%. Le travail forcé dans les carrières de granit tuait des centaines de personnes chaque mois. Kaltenbrunner inspectait personnellement les installations, évaluait l'efficacité, ordonnait des améliorations dans les méthodes d'extermination. Ebensee, un sous-camp de Mauthausen, fut construit en 1943. Les prisonniers creusèrent des tunnels dans les montagnes pour installer des usines d'armement souterraines à l'abri des bombardements alliés. Le travail était exténuant. Des quarts de 12 heures à creuser la roche avec des outils inadaptés, sans protection contre la poussière de granit qui détruisait les poumons. La malnutrition était systématique. Les baraquements n'étaient pas isolés thermiquement. Les hivers autrichiens tuaient autant que le travail. Lorsque les prisonniers ne pouvaient plus travailler, ils étaient envoyés au crématoire. Kaltenbrunner visita Ebensee à plusieurs reprises. Il n'exprima jamais d'objection à ce qu'il voyait. En Autriche, Kaltenbrunner était connu comme le Petit Himmler. Le surnom n'était pas ironique. Il reflétait parfaitement son rôle. Il appliquait à l'échelle régionale les politiques que Himmler concevait au niveau du Reich. Mais Kaltenbrunner n'était pas simplement un exécutant. Il faisait preuve d'initiative, proposait des améliorations, expérimentait de nouvelles méthodes. Son ambition était évidente. Himmler le remarqua, Hitler aussi. Ascension au pouvoir absolu. Le 27 mai 1942, un commando tchécoslovaque attaqua la Mercedes décapotable de Reinhard Heydrich dans un virage à Prague. Une grenade explosa contre le siège arrière. Des fragments de métal et de rembourrage pénétrèrent l'abdomen de Heydrich. Il mourut 8 jours plus tard d'une septicémie. À 38 ans, Heydrich avait été l'homme le plus dangereux du Reich après Hitler. Chef de l'Office central de sécurité du Reich, la RSHA, il contrôlait la Gestapo, le Sicherheitsdienst et la police criminelle. Sa mort laissa un vide de pouvoir qui secoua la structure de terreur nazie. Hitler mit des mois à nommer un successeur. Le poste exigeait des compétences contradictoires, une brutalité suffisante pour terroriser des millions de personnes, la subtilité pour naviguer dans les intrigues des hautes sphères nazies, une loyauté absolue envers Hitler, une indépendance suffisante pour prendre des décisions sans consultation constante. Himmler évalua des candidats. Il envisagea de promouvoir depuis l'intérieur de la RSHA
Arthur Nebe, chef de la Kripo, Heinrich Müller de la Gestapo, Otto Ollendorf du SD. Chacun avait des défauts. Nebe était compétent mais peu fiable, secrètement impliqué dans des conspirations anti-Hitler qui le conduiraient éventuellement à l'exécution. Müller était loyal mais manquait de vision stratégique, un policier efficace sans capacité pour de grandes manœuvres politiques. Ollendorf était brillant mais trop intellectuel, peu respecté par les opératifs de terrain qui jugeaient ses analyses sociologiques irrélevantes pour le travail sale. Le 30 janvier 1943, Hitler annonça la nomination. Ernst Kaltenbrunner prenait la tête de la RSHA. La décision surprit beaucoup de monde au sein de l'appareil nazi. Kaltenbrunner était relativement inconnu en dehors de l'Autriche. Il n'avait pas d'expérience dans les opérations de renseignement à l'échelle du Reich. Ses références étaient principalement régionales. Il avait été le petit Himmler d'Autriche, construisant le système de terreur dans les territoires annexés après l'Anschluss. Mais Hitler voyait des qualités que d'autres ignoraient. Kaltenbrunner venait de Linz comme lui. Il partageait l'expérience formative d'avoir grandi dans l'Autriche d'avant la Première Guerre mondiale, cette Autriche de ressentiments germaniques et de rêves impériaux frustrés. Ils avaient joué dans les mêmes rues d'enfance. Cette connexion personnelle générait une confiance que Hitler n'avait jamais accordée à Heydrich. Brillant mais flexible sur le plan éthique, un opportuniste qui servait Hitler par ambition plus que par conviction. Kaltenbrunner arriva à Berlin en février 1943. Les bureaux de la RSHA occupaient plusieurs bâtiments sur la Prinz-Albrecht-Straße, une adresse devenue synonyme de terreur dans toute l'Europe occupée. Depuis là, on coordonnait l'appareil qui maintenait le Reich en fonctionnement par la peur systématique. La structure était complexe mais efficace. 7 Ämter bureaux, chacun avec des fonctions spécifiques qui s'entrelaçaient pour créer un réseau omniprésent de surveillance et de répression. L'AMT ingérait le personnel et l'administration, le pouls bureaucratique de la terreur. L'AMT 2 s'occupait des affaires économiques et juridiques, fournissant la façade de légitimité pour des crimes de masse. L'AMT 3 sous Otto Ollendorf était le SD interne, surveillance politique à l'intérieur de l'Allemagne, surveillant le moral de la population, identifiant les dissidents potentiels, infiltrant les organisations religieuses et sociales. L'AMT 4, dirigé par Heinrich Müller, était la Gestapo, la police secrète dotée de pouvoirs illimités d'arrestation et de détention. Müller, connu sous le nom de Gestapo Müller pour le distinguer d'autres fonctionnaires nazis portant le même nom, avait été policier de carrière en Bavière avant le nazisme. C'était un bureaucrate méticuleux qui tenait des registres détaillés de chaque arrestation, de chaque interrogatoire, de chaque exécution. Son bureau traitait des milliers de cas chaque jour. Arrestations pour écoute de radios étrangères, détention pour des plaisanteries sur Hitler, exécutions sommaires de travailleurs forcés tentant de s'évader. Müller opérait sans sentimentalisme ni idéologie, appliquant la terreur comme outil administratif. Kaltenbrunner avait confiance en lui précisément pour cette froideur professionnelle. L'AMT 5 était la police criminelle, la Kriminalpolizei, chargée des enquêtes sur les crimes ordinaires, mais aussi du contrôle des asociaux et d'autres groupes indésirables. Sous le nazisme, la distinction entre crimes politiques et crimes communs avait été délibérément estompée. Voleurs, prostituées, vagabonds, alcooliques, tous étaient classés comme éléments antisociaux et envoyés dans des camps de concentration avec les opposants politiques. Cette fusion servait plusieurs objectifs: remplir les camps de main-d'œuvre esclave, créer une atmosphère de surveillance totale où toute déviation des normes sociales pouvait entraîner une arrestation et alimenter la machine industrielle du génocide avec des victimes supplémentaires. L'AMT 6, renseignement extérieur, espionnait les gouvernements étrangers et organisait des opérations clandestines au-delà des frontières allemandes. Sous Heydrich, il était relativement petit, concentré principalement sur l'Europe occidentale. Kaltenbrunner l'expansa agressivement en faisant le centre de ses ambitions. L'AMT 7 gérait la recherche idéologique et la documentation, compilant des archives massives sur les ennemis du Reich, réels ou imaginaires. Ce bureau conservait des dossiers sur des millions de personnes, juifs, communistes, francs-maçons, homosexuels, dissidents religieux. Les dossiers contenaient des généalogies, des photographies, des adresses, des associations, des antécédents criminels inventés.
Ces informations alimentaient les listes de déportation, identifiaient des cibles pour les arrestations préventives et fournissaient des preuves fabriquées pour des procès truqués. Mais le joyau de la couronne était quelque chose de nouveau. Avant de mourir, Heydrich avait commencé à absorber l'Abwehr, le service de renseignement militaire dirigé par l'amiral Wilhelm Canaris. Pendant des années, Heydrich avait manœuvré pour subordonner l'Abwehr à la RSHA, l'accusant d'incompétence, de fuite de renseignements vers les Alliés, de soupçons de trahison. La rivalité entre services de renseignement était féroce. Canaris, aristocrate de l'ancienne école, méprisait les arrivistes nazis comme Heydrich. Heydrich, ambitieux et impitoyable, voyait en Canaris un obstacle à la consolidation totale du pouvoir du renseignement. Lorsque Kaltenbrunner prit ses fonctions, le processus était avancé mais incomplet. Il lui fallut 18 mois pour le terminer. La campagne contre Canaris fut méthodique. D'abord, Kaltenbrunner documenta tous les échecs de l'Abwehr. Agents capturés, opérations compromises, renseignements erronés ayant coûté des vies allemandes. Il constitua un dossier de centaines de pages démontrant une incompétence systématique. Ensuite, il infiltra l'organisation de Canaris avec des agents de la RSH à Loyau, créant un réseau d'espionnage au sein même du service de renseignement militaire. Ces taupes rapportaient chaque mouvement de Canaris, chaque conversation privée, chaque contact suspect. Enfin, il relia l'Abwehr à la conspiration du 20 juillet 1944 contre Hitler. Bien que Canaris n'ait pas participé directement à l'attentat, plusieurs de ses subordonnés étaient profondément impliqués. Cette connexion fut suffisante. En février 1944, Hitler dissout l'Abwehr. Ses fonctions de renseignement militaire furent transférées à un nouvel Amt de la RSHA, le Militärisches Amt, sous le contrôle de Walter Schellenberg. Du jour au lendemain, des milliers d'officiers de l'Abwehr se retrouvèrent à travailler pour Kaltenbrunner. Installation, archives, réseau d'agents, tout passa sous le contrôle de la RSHA. Canaris fut arrêté après l'attentat du 20 juillet, emprisonné au camp de concentration de Flossenbürg et exécuté en avril 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre. Kaltenbrunner avait achevé ce que Heydrich avait commencé. L'unification totale de tous les services de renseignement et de sécurité allemands sous un seul commandement. Cette consolidation fit de Kaltenbrunner le chef du renseignement le plus puissant d'Europe. Il contrôlait l'espionnage interne et externe, la police secrète, les enquêtes criminelles, la surveillance politique, le renseignement militaire. Aucun autre fonctionnaire nazi, pas même Himmler, ne détenait autant de pouvoir concentré entre ses mains. Les implications étaient glaçantes. Un seul homme décidait qui était arrêté, où il était envoyé, quand il était exécuté. Un seul homme recevait toutes les informations sur les menaces internes et externes. Un seul homme coordonnait les opérations de la Norvège à la Grèce, de la France à l'Ukraine. Théoriquement, Kaltenbrunner rendait compte à Himmler. En pratique, il opérait avec une autonomie quasi totale. Hitler lui accorda un accès direct. Kaltenbrunner pouvait se présenter à la chancellerie sans rendez-vous, remettre des rapports en personne, recevoir des ordres sans intermédiaire. Cette relation directe avec Hitler bouleversait toute la hiérarchie SHA, l'accusant d'incompétence, de fuite de renseignements vers les Alliés, de soupçons de trahison. La rivalité entre services de renseignement était féroce. Canaris, aristocrate de l'ancienne école, méprisait les arrivistes nazis comme Heydrich. Heydrich, ambitieux et impitoyable, voyait en Canaris un obstacle à la consolidation totale du pouvoir du renseignement. Lorsque Kaltenbrunner prit ses fonctions, le processus était avancé mais incomplet. Il lui fallut 18 mois pour le terminer. La campagne contre Canaris fut méthodique. D'abord, Kaltenbrunner documenta tous les échecs de l'Abwehr. Agents capturés, opérations compromises, renseignements erronés ayant coûté des vies allemandes. Il constitua un dossier de centaines de pages démontrant une incompétence systématique. Ensuite, il infiltra l'organisation de Canaris avec des agents de la RSH à Loyau, créant un réseau d'espionnage au sein même du service de renseignement militaire. Ces taupes rapportaient chaque mouvement de Canaris, chaque conversation privée, chaque contact suspect. Enfin, il relia l'Abwehr à la conspiration du 20 juillet 1944 contre Hitler. Bien que Canaris n'ait pas participé directement à l'attentat, plusieurs de ses subordonnés étaient profondément impliqués.
Cette connexion fut suffisante. En février 1944, Hitler dissout l'Abwehr. Ses fonctions de renseignement militaire furent transférées à un nouvel Amt de la RSHA, le Militärisches Amt, sous le contrôle de Walter Schellenberg. Du jour au lendemain, des milliers d'officiers de l'Abwehr se retrouvèrent à travailler pour Kaltenbrunner. Installation, archives, réseau d'agents, tout passa sous le contrôle de la RSHA. Canaris fut arrêté après l'attentat du 20 juillet, emprisonné au camp de concentration de Flossenbürg et exécuté en avril 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre. Kaltenbrunner avait achevé ce que Heydrich avait commencé: l'unification totale de tous les services de renseignement et de sécurité allemands sous un seul commandement. Cette consolidation fit de Kaltenbrunner le chef du renseignement le plus puissant d'Europe. Il contrôlait l'espionnage interne et externe, la police secrète, les enquêtes criminelles, la surveillance politique, le renseignement militaire. Aucun autre fonctionnaire nazi, pas même Himmler, ne détenait autant de pouvoir concentré entre ses mains. Les implications étaient glaçantes. Un seul homme décidait qui était arrêté, où il était envoyé, quand il était exécuté. Un seul homme recevait toutes les informations sur les menaces internes et externes. Un seul homme coordonnait les opérations de la Norvège à la Grèce, de la France à l'Ukraine. Théoriquement, Kaltenbrunner rendait compte à Himmler. En pratique, il opérait avec une autonomie quasi totale. Hitler lui accorda un accès direct. Kaltenbrunner pouvait se présenter à la chancellerie sans rendez-vous, remettre des rapports en personne, recevoir des ordres sans intermédiaire. Cette relation directe avec Hitler bouleversait toute la hiérarchie SHA, l'accusant d'incompétence, de fuite de renseignements vers les Alliés, de soupçons de trahison. La rivalité entre services de renseignement était féroce. Canaris, aristocrate de l'ancienne école, méprisait les arrivistes nazis comme Heydrich. Heydrich, ambitieux et impitoyable, voyait en Canaris un obstacle à la consolidation totale du pouvoir du renseignement. Lorsque Kaltenbrunner prit ses fonctions, le processus était avancé mais incomplet. Il lui fallut 18 mois pour le terminer. La campagne contre Canaris fut méthodique. D'abord, Kaltenbrunner documenta tous les échecs de l'Abwehr. Agents capturés, opérations compromises, renseignements erronés ayant coûté des vies allemandes. Il constitua un dossier de centaines de pages démontrant une incompétence systématique. Ensuite, il infiltra l'organisation de Canaris avec des agents de la RSH à loyaux, créant un réseau d'espionnage au sein même du service de renseignement militaire. Ces taupes rapportaient chaque mouvement de Canaris, chaque conversation privée, chaque contact suspect. Enfin, il relia l'Abwehr à la conspiration du 20 juillet 1944 contre Hitler. Bien que Canaris n'ait pas participé directement à l'attentat, plusieurs de ses subordonnés étaient profondément impliqués. Cette connexion fut suffisante. En février 1944, Hitler dissout l'Abwehr. Ses fonctions de renseignement militaire furent transférées à un nouvel Amt de la RSHA, le Militärisches Amt, sous le contrôle de Walter Schellenberg. Du jour au lendemain, des milliers d'officiers de l'Abwehr se retrouvèrent à travailler pour Kaltenbrunner. Installation, archives, réseau d'agents, tout passa sous le contrôle de la RSHA. Canaris fut arrêté après l'attentat du 20 juillet, emprisonné au camp de concentration de Flossenbürg et exécuté en avril 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre. Kaltenbrunner avait achevé ce que Heydrich avait commencé: l'unification totale de tous les services de renseignement et de sécurité allemands sous un seul commandement. Cette consolidation fit de Kaltenbrunner le chef du renseignement le plus puissant d'Europe. Il contrôlait l'espionnage interne et externe, la police secrète, les enquêtes criminelles, la surveillance politique, le renseignement militaire. Aucun autre fonctionnaire nazi, pas même Himmler, ne détenait autant de pouvoir concentré entre ses mains. Les implications étaient glaçantes. Un seul homme décidait qui était arrêté, où il était envoyé, quand il était exécuté. Un seul homme recevait toutes les informations sur les menaces internes et externes. Un seul homme coordonnait les opérations de la Norvège à la Grèce, de la France à l'Ukraine. Théoriquement, Kaltenbrunner rendait compte à Himmler. En pratique, il opérait avec une autonomie quasi totale. Hitler lui accorda un accès direct. Kaltenbrunner pouvait se présenter à la chancellerie sans rendez-vous, remettre des rapports en personne, recevoir des ordres sans intermédiaire.
Cette relation directe avec Hitler bouleversait toute la hiérarchie SHA, l'accusant d'incompétence, de fuite de renseignements vers les Alliés, de soupçons de trahison. La rivalité entre services de renseignement était féroce. Canaris, aristocrate de l'ancienne école, méprisait les arrivistes nazis comme Heydrich. Heydrich, ambitieux et impitoyable, voyait en Canaris un obstacle à la consolidation totale du pouvoir du renseignement. Lorsque Kaltenbrunner prit ses fonctions, le processus était avancé mais incomplet. Il lui fallut 18 mois pour le terminer. La campagne contre Canaris fut méthodique. D'abord, Kaltenbrunner documenta tous les échecs de l'Abwehr. Agents capturés, opérations compromises, renseignements erronés ayant coûté des vies allemandes. Il constitua un dossier de centaines de pages démontrant une incompétence systématique. Ensuite, il infiltra l'organisation de Canaris avec des agents de la RSH à Loyau, créant un réseau d'espionnage au sein même du service de renseignement militaire. Ces taupes rapportaient chaque mouvement de Canaris, chaque conversation privée, chaque contact suspect. Enfin, il relia l'Abwehr à la conspiration du 20 juillet 1944 contre Hitler. Bien que Canaris n'ait pas participé directement à l'attentat, plusieurs de ses subordonnés étaient profondément impliqués. Cette connexion fut suffisante. En février 1944, Hitler dissout l'Abwehr. Ses fonctions de renseignement militaire furent transférées à un nouvel Amt de la RSHA, le Militärisches Amt, sous le contrôle de Walter Schellenberg. Du jour au lendemain, des milliers d'officiers de l'Abwehr se retrouvèrent à travailler pour Kaltenbrunner. Installation, archives, réseau d'agents, tout passa sous le contrôle de la RSHA. Canaris fut arrêté après l'attentat du 20 juillet, emprisonné au camp de concentration de Flossenbürg et exécuté en avril 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre. Kaltenbrunner avait achevé ce que Heydrich avait commencé, l'unification totale de tous les services de renseignement et de sécurité allemands sous un seul commandement. Cette consolidation fit de Kaltenbrunner le chef du renseignement le plus puissant d'Europe. Il contrôlait l'espionnage interne et externe, la police secrète, les enquêtes criminelles, la surveillance politique, le renseignement militaire. Aucun autre fonctionnaire nazi, pas même Himmler, ne détenait autant de pouvoir concentré entre ses mains. Les implications étaient glaçantes. Un seul homme décidait qui était arrêté, où il était envoyé, quand il était exécuté. Un seul homme recevait toutes les informations sur les menaces internes et externes. Un seul homme coordonnait les opérations de la Norvège à la Grèce, de la France à l'Ukraine. Théoriquement, Kaltenbrunner rendait compte à Himmler. En pratique, il opérait avec une autonomie quasi totale. Hitler lui accorda un accès direct. Kaltenbrunner pouvait se présenter à la chancellerie sans rendez-vous, remettre des rapports en personne, recevoir des ordres sans intermédiaire. Cette relation directe avec Hitler bouleversait toute la hiérarchie SHA, l'accusant d'incompétence, de fuite de renseignements vers les Alliés, de soupçons de trahison. La rivalité entre services de renseignement était féroce. Canaris, aristocrate de l'ancienne école, méprisait les arrivistes nazis comme Heydrich. Heydrich, ambitieux et impitoyable, voyait en Canaris un obstacle à la consolidation totale du pouvoir du renseignement. Lorsque Kaltenbrunner prit ses fonctions, le processus était avancé mais incomplet. Il lui fallut 18 mois pour le terminer. La campagne contre Canaris fut méthodique. D'abord, Kaltenbrunner documenta tous les échecs de l'Abwehr. Agents capturés, opérations compromises, renseignements erronés ayant coûté des vies allemandes. Il constitua un dossier de centaines de pages démontrant Le moment où tout a commencé. L'aube du 6 juin 1944 se leva sur la Normandie avec un calme de surface qui dissimulait, en dessous, le plus grand mouvement que la Manche ait jamais connu. Depuis 23 heures le 5 juin, une chaîne de circonstances avait favorisé les Alliés de manière presque systématique. La Luftwaffe avait détruit la plupart des stations radars côtières françaises dans les semaines précédentes. En réalité, c'étaient les Alliés eux-mêmes qui les avaient détruites de manière stratégique, éliminant le double de stations dans des secteurs qui n'étaient pas la Normandie afin de ne pas révéler l'objectif réel. Sans radar opérationnel, les observateurs allemands dans les postes côtiers regardaient vers l'obscurité de la Manche sans aucun système technique capable de détecter ce qui approchait. Seulement leurs oreilles, seulement leurs yeux. Et la Manche
dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, était couverte de nuages bas qui réduisaient la visibilité à zéro. Le général Erwin Rommel avait pris la décision de s'absenter en se fondant sur une prévision météorologique. La Zentralwetterdienst, le service météorologique central allemand, avait annoncé une semaine de tempête sur la Manche, avec des vents de force 7 et des vagues atteignant 2 mètres. Dans ces conditions, tout débarquement amphibie serait impossible. Les péniches de débarquement chavireraient, les troupes atteindraient la côte dans un état d'incapacité totale et les planeurs ne pourraient pas opérer. Rommel estima qu'il avait le temps de se rendre à Erlingen, d'y célébrer le 6 juin l'anniversaire de son épouse Lucie, puis de visiter Hitler à Berchtesgaden le lendemain afin de demander le contrôle opérationnel de la 12e SS et de la Panzerlehr. Le météorologue allié, le groupe Captain James Stagg de la RAF, avait détecté une fenêtre d'amélioration d'à peine 36 heures entre deux systèmes dépressionnaires. Les Allemands ne la virent pas. Cette différence dans une prévision météorologique changea le cours de l'histoire. Le premier à remarquer quelque chose d'anormal ne fut ni un officier du renseignement, ni un opérateur radar. Ce fut le lieutenant-général Joseph Reichert, commandant de la 711 division d'infanterie dans le secteur à l'est de l'estuaire de l'Orne. Reichert parlait encore dans le mess des officiers après minuit, une habitude qui irritait ses supérieurs mais qu'il justifiait comme faisant partie du moral de l'unité. Lorsqu'il se dirigeait enfin vers sa couchette, il entendit un bruit qui ne correspondait pas à la nuit. Des moteurs d'avion, nombreux, volant bas entre les nuages. Il sortit pour voir ce qui se passait. La lune était pleine entre les trouées des nuages, et dans l'une d'elles, il put distinguer plusieurs avions tournoyant au-dessus du bâtiment de son poste de commandement. Il rentra en courant pour prendre son pistolet et entendit alors le cri « Parachutiste !» Les pièces antiaériennes quadruples de 20 mm ouvrirent le feu. L'officier des opérations transmit l'alerte au 84e corps pendant que Reichert tentait de contacter le quartier général à Rouen. Les lignes téléphoniques étaient déjà coupées en plusieurs points. Le long du front, les premières minutes de l'aube furent une succession de rapports contradictoires et confus. Les parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines, ainsi que ceux de la 6e division aéroportée britannique, avaient été largués sur une zone d'opération de plus de 80 km². La dispersion provoquée par les nuages et la navigation défaillante au-dessus d'un terrain inconnu fut si grande que les Allemands qui les virent atterrir recevaient des rapports de parachutistes en des lieux qui, dans bien des cas, étaient distants de 20 km les uns des autres. Il était impossible de reconstituer un tableau cohérent de la situation depuis les quartiers généraux. Les patrouilles envoyées pour enquêter ne trouvèrent souvent rien. Les messagers dépêchés pour rétablir les communications disparaissaient sur des routes remplies de soldats ennemis que, eux non plus, ils ne pouvaient situer sur une carte. Le commandant du 84e corps, le général Erich Marx, reçut des rapports situant des parachutistes américains au sud de Carentan et ordonna au seul bataillon de réserve disponible, le Kampfgruppe du colonel Ernst Mayer, de se mettre en route vers cette zone. À 3 heures du matin, Mayer et ses grenadiers étaient sur la route dans l'obscurité normande, avançant vers un objectif qui, quelques heures plus tard, s'avérerait n'avoir jamais existé aux coordonnées indiquées. Opéré. Rommel estima qu'il avait le temps de se rendre à Erlingen, d'y célébrer le 6 juin l'anniversaire de son épouse Lucie, puis de visiter Hitler à Berchtesgaden le lendemain afin de demander le contrôle opérationnel de la 12e SS et de la Panzerlehr. Le météorologue allié, le groupe Captain James Stagg de la RAF, avait détecté une fenêtre d'amélioration d'à peine 36 heures entre deux systèmes dépressionnaires. Les Allemands ne la virent pas. Cette différence dans une prévision météorologique changea le cours de l'histoire. Le premier à remarquer quelque chose d'anormal ne fut ni un officier du renseignement, ni un opérateur radar. Ce fut le lieutenant-général Joseph Reichert, commandant de la 711 division d'infanterie dans le secteur à l'est de l'estuaire de l'Orne. Reichert parlait encore dans le mess des officiers après minuit, une habitude qui irritait ses supérieurs mais qu'il justifiait comme faisant partie du moral de l'unité. Lorsqu'il se dirigeait enfin vers sa couchette, il entendit un bruit qui ne correspondait pas à la nuit. Des moteurs d'avion, nombreux, volant bas entre les nuages.
Il sortit pour voir ce qui se passait. La lune était pleine entre les trouées des nuages, et dans l'une d'elles, il put distinguer plusieurs avions tournoyant au-dessus du bâtiment de son poste de commandement. Il rentra en courant pour prendre son pistolet et entendit alors le cri « Parachutiste !» Les pièces antiaériennes quadruples de 20 mm ouvrirent le feu. L'officier des opérations transmit l'alerte au 84e corps pendant que Reichert tentait de contacter le quartier général à Rouen. Les lignes téléphoniques étaient déjà coupées en plusieurs points. Le long du front, les premières minutes de l'aube furent une succession de rapports contradictoires et confus. Les parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines, ainsi que ceux de la 6e division aéroportée britannique, avaient été largués sur une zone d'opération de plus de 80 km². La dispersion provoquée par les nuages et la navigation défaillante au-dessus d'un terrain inconnu fut si grande que les Allemands qui les virent atterrir recevaient des rapports de parachutistes en des lieux qui, dans bien des cas, étaient distants de 20 km les uns des autres. Il était impossible de reconstituer un tableau cohérent de la situation depuis les quartiers généraux. Les patrouilles envoyées pour enquêter ne trouvèrent souvent rien. Les messagers dépêchés pour rétablir les communications disparaissaient sur des routes remplies de soldats ennemis que, eux non plus, ils ne pouvaient situer sur une carte. Le commandant du 84e corps, le général Eric Marks, reçut des rapports situant des parachutistes américains au sud de Carentan et ordonna au seul bataillon de réserve disponible, le Kampfgruppe du colonel Ernst Mayer, de se mettre en route vers cette zone. À 3 heures du matin, Mayer et ses grenadiers étaient sur la route dans l'obscurité normande, avançant vers un objectif qui, quelques heures plus tard, s'avérerait n'avoir jamais existé aux coordonnées indiquées. Opéré. Rommel estima qu'il avait le temps de se rendre à Erlingen, d'y célébrer le 6 juin l'anniversaire de son épouse Lucie, puis de visiter Hitler à Berchtesgaden le lendemain afin de demander le contrôle opérationnel de la 12e SS et de la Panzerlehr. Le météorologue allié, le groupe Captain James Stagg de la RAF, avait détecté une fenêtre d'amélioration d'à peine 36 heures entre deux systèmes dépressionnaires. Les Allemands ne la virent pas. Cette différence dans une prévision météorologique changea le cours de l'histoire. Le premier à remarquer quelque chose d'anormal ne fut ni un officier du renseignement, ni un opérateur radar. Ce fut le lieutenant-général Joseph Reichert, commandant de la 711 division d'infanterie dans le secteur à l'est de l'estuaire de l'Orne. Reichert parlait encore dans le mess des officiers après minuit, une habitude qui irritait ses supérieurs mais qu'il justifiait comme faisant partie du moral de l'unité. Lorsqu'il se dirigeait enfin vers sa couchette, il entendit un bruit qui ne correspondait pas à la nuit. Des moteurs d'avions, nombreux, volant bas entre les nuages. Il sortit pour voir ce qui se passait. La lune était pleine entre les trouées des nuages, et dans l'une d'elles, il put distinguer plusieurs avions tournoyant au-dessus du bâtiment de son poste de commandement. Il rentra en courant pour prendre son pistolet et entendit alors le cri « Parachutiste !» Les pièces antiaériennes quadruples de 20 mm ouvrirent le feu. L'officier des opérations transmit l'alerte au 84e corps pendant que Reichert tentait de contacter le quartier général à Rouen. Les lignes téléphoniques étaient déjà coupées en plusieurs points. Le long du front, les premières minutes de l'aube furent une succession de rapports contradictoires et confus. Les parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines, ainsi que ceux de la 6e division aéroportée britannique, avaient été largués sur une zone d'opération de plus de 80 km². La dispersion provoquée par les nuages et la navigation défaillante au-dessus d'un terrain inconnu fut si grande que les Allemands qui les virent atterrir recevaient des rapports de parachutistes en des lieux qui, dans bien des cas, étaient distants de 20 km les uns des autres. Il était impossible de reconstituer un tableau cohérent de la situation depuis les quartiers généraux. Les patrouilles envoyées pour enquêter ne trouvèrent souvent rien. Les messagers dépêchés pour rétablir les communications disparaissaient sur des routes remplies de soldats ennemis que, eux non plus, ils ne pouvaient situer sur une carte. Le commandant du 84e corps, le général Eric Marks, reçut des rapports situant des parachutistes américains au sud de Carentan et ordonna au seul bataillon de réserve disponible, le Kampfgruppe du colonel Ernst Mayer, de se mettre en route vers cette zone.
À 3 heures du matin, Meyer et ses grenadiers étaient sur la route dans l'obscurité normande, avançant vers un objectif qui, quelques heures plus tard, s'avérerait n'avoir jamais existé aux coordonnées indiquées. Opéré. Rommel estima qu'il avait le temps de se rendre à Erlingen, d'y célébrer le 6 juin l'anniversaire de son épouse Lucie, puis de visiter Hitler à Berchtesgaden le lendemain afin de demander le contrôle opérationnel de la 12e SS et de la Panzerlehr. Le météorologue allié, le groupe Captain James Stagg de la RAF, avait détecté une fenêtre d'amélioration d'à peine 36 heures entre deux systèmes dépressionnaires. Les Allemands ne la virent pas. Cette différence dans une prévision météorologique changea le cours de l'histoire. Le premier à remarquer quelque chose d'anormal ne fut ni un officier du renseignement, ni un opérateur radar. Ce fut le lieutenant-général Joseph Reichert, commandant de la 711 division d'infanterie dans le secteur à l'est de l'estuaire de l'Orne. Reichert parlait encore dans le mess des officiers après minuit, une habitude qui irritait ses supérieurs mais qu'il justifiait comme faisant partie du moral de l'unité. Lorsqu'il se dirigeait enfin vers sa couchette, il entendit un bruit qui ne correspondait pas à la nuit. Des moteurs d'avion, nombreux, volant bas entre les nuages. Il sortit pour voir ce qui se passait. La lune était pleine entre les trouées des nuages, et dans l'une d'elles, il put distinguer plusieurs avions tournoyant au-dessus du bâtiment de son poste de commandement. Il rentra en courant pour prendre son pistolet et entendit alors le cri « Parachutiste !» Les pièces antiaériennes quadruples de 20 mm ouvrirent le feu. L'officier des opérations transmit l'alerte au 24e corps pendant que Reichert tentait de contacter le quartier général à Rouen. Les lignes téléphoniques étaient déjà coupées en plusieurs points. Le long du front, les premières minutes de l'aube furent une succession de rapports contradictoires et confus. Les parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines, ainsi que ceux de la 6e division aéroportée britannique, avaient été largués sur une zone d'opération de plus de 80 km². La dispersion provoquée par les nuages et la navigation défaillante au-dessus d'un terrain inconnu fut si grande que les Allemands qui les virent atterrir recevaient des rapports de parachutistes en des lieux qui, dans bien des cas, étaient distants de 20 km les uns des autres. Il était impossible de reconstituer un tableau cohérent de la situation depuis les quartiers généraux. Les patrouilles envoyées pour enquêter ne trouvèrent souvent rien. Les messagers dépêchés pour rétablir les communications disparaissaient sur des routes remplies de soldats ennemis que, eux non plus, ils ne pouvaient situer sur une carte. Le commandant du 84e corps, le général Eric Marks, reçut des rapports situant des parachutistes américains au sud de Carentan et ordonna au seul bataillon de réserve disponible, le Kampfgruppe du colonel Ernst Meyer, de se mettre en route vers cette zone. À 3 heures du matin, Meyer et ses grenadiers étaient sur la route dans l'obscurité normande, avançant vers un objectif qui, quelques heures plus tard, s'avérerait n'avoir jamais existé aux coordonnées indiquées. Opéré. Rommel estima qu'il avait le temps de se rendre à Erlingen, d'y célébrer le 6 juin l'anniversaire de son épouse Lucie, puis de visiter Hitler à Berchtesgaden le lendemain afin de demander le contrôle opérationnel de la 12e SS et de la Panzerlehr. Le météorologue allié, le groupe Captain James Stagg de la RAF, avait détecté une fenêtre d'amélioration d'à peine 36 heures entre deux systèmes dépressionnaires. Les Allemands ne la virent pas. Cette différence dans une prévision météorologique changea le cours de l'histoire. Le premier à remarquer quelque chose d'anormal ne fut ni un officier du renseignement, ni un opérateur radar. Ce fut le lieutenant-général Joseph Reichert, commandant de la 711 division d'infanterie dans le secteur à l'est de l'estuaire de l'Orne. Reichert parlait encore dans le mess des officiers après minuit, une habitude qui irritait ses supérieurs mais qu'il justifiait comme faisant partie du moral de l'unité. Lorsqu'il se dirigeait enfin vers sa couchette, il entendit un bruit qui ne correspondait pas à la nuit. Des moteurs d'avion, nombreux, volant bas entre les nuages. Il sortit pour voir ce qui se passait. La lune était pleine entre les trouées des nuages, et dans l'une d'elles, il put distinguer plusieurs avions tournoyant au-dessus du bâtiment de son poste de commandement. Il rentra en courant pour prendre son pistolet et entendit alors le cri « Parachutiste !»
les pièces antiaériennes quadruples de 20 mm ouvrirent le feu. L'officier des opérations transmit l'alerte au 24e corps pendant que Reichert tentait de contacter le quartier général à Rouen. Les lignes téléphoniques étaient déjà coupées en plusieurs points. Le long du front, les premières minutes de l'aube furent une succession de rapports contradictoires et confus. Les parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines, ainsi que ceux de la 6e division aéroportée britannique, avaient été largués sur une zone d'opération de plus de 80 km². La dispersion provoquée par les nuages et la navigation défaillante au-dessus d'un terrain inconnu fut si grande que les Allemands qui les virent atterrir recevaient des rapports de parachutistes en des lieux qui, dans bien des cas, étaient distants de 20 km les uns des autres. Il était impossible de reconstituer un tableau cohérent de la situation depuis les quartiers généraux. Les patrouilles envoyées pour enquêter ne trouvèrent souvent rien. Les messagers dépêchés pour rétablir les communications disparaissaient sur des routes remplies de soldats ennemis que, eux non plus, ils ne pouvaient situer sur une carte. Le commandant du 84e corps, le général Eric Marks, reçut des rapports situant des parachutistes américains au sud de Carentan et ordonna au seul bataillon de réserve disponible, le Kampfgruppe du colonel Ernst Mayer, de se mettre en route vers cette zone. À 3 heures du matin, Mayer et ses grenadiers étaient sur la route dans l'obscurité normande, avançant vers un objectif qui, quelques heures plus tard, s'avérerait n'avoir jamais existé aux coordonnées indiquées. Opéré. Rommel estima qu'il avait le temps de se rendre à Erlingen, d'y célébrer le 6 juin l'anniversaire de son épouse Lucie, puis de visiter Hitler à Berchtesgaden le lendemain afin de demander le contrôle opérationnel de la 12e SS et de la Panzerlehr. Le météorologue allié, le groupe Captain James Stagg de la RAF, avait détecté une fenêtre d'amélioration d'à peine 36 heures entre deux systèmes dépressionnaires. Les Allemands ne la virent pas. Cette différence dans une prévision météorologique changea le cours de l'histoire. Le premier à remarquer quelque chose d'anormal ne fut ni un officier du renseignement, ni un opérateur radar. Ce fut le lieutenant-général Joseph Reichert, commandant de la 711 division d'infanterie dans le secteur Le Déluge d'Acier. Les plages, à 5h50 du matin, le 6 juin 1944, l'horizon de la Manche se transforma en feu. Depuis les cuirassés USS Texas, USS Arkansas, HMS Warspite, HMS Ramillies et le monitor HMS Roberts, ainsi que depuis 20 croiseurs et 65 destroyers déployés face aux 5 secteurs de débarquement, des centaines de canons se tournèrent vers la terre ferme et ouvrirent le feu simultanément. Les obus de 380 mm du Warspite pesaient plus de 870 kg. Lorsqu'ils frappaient, ils soulevaient des colonnes de terre, de béton et d'acier de 20 mètres de hauteur. Plus de 38 000 roquettes furent tirées dans les premières minutes sur la bande côtière. Le bruit n'était pas un son articulé, c'était une pression qui traversait les corps, comprimait les poumons et rendait toute pensée claire impossible. Dans les bunkers, la poussière tombait des murs à chaque détonation proche, les instruments vibraient sur leurs supports et les hommes se plaquaient contre le béton, les dents serrées, en attendant que cela cesse. À l'intérieur des nids de résistance, les défenseurs avaient reçu une instruction précise. Rester à couvert pendant le bombardement et ne pas ouvrir le feu tant que les soldats ennemis ne se trouveraient pas à 400 mètres du rivage. C'était un ordre tactiquement sensé. S'exposer pendant le bombardement naval relevait du suicide et ouvrir le feu trop tôt alertait l'artillerie des destroyers, capable d'ajuster leurs tirs avec une précision dévastatrice. La discipline de feu que les défenseurs d'Omaha maintinrent durant les premières minutes du débarquement fut l'un des facteurs qui transformèrent cette plage en abattoir. Lorsque les rampes des péniches s'abaissèrent, les Allemands ouvrirent le feu depuis des positions intactes, avec des lignes de tir parfaites, à des distances rendant toute erreur impossible. Le bombardement préalable avait été, dans plusieurs secteurs, bien moins efficace que ne l'avaient espéré les planificateurs alliés. À Omaha Beach, les bombardiers B-17 de la 8e force aérienne, chargés de détruire les bunkers avant 6h30, larguèrent leurs bombes avec un retard de 30 secondes à 3 minutes, par crainte de frapper leurs propres troupes. Dans un secteur de plage où la vitesse des nuages bas rendait impossible l'observation visuelle directe,
Ce retard signifia que la majorité des 13 000 bombes tomba jusqu'à 3 km à l'intérieur des terres, dans des champs cultivés vides. Aucun bunker ne fut détruit. Les mitrailleuses, les canons antichars, les mortiers et les nids de tir de la 352e division demeurèrent complètement intacts. Les soldats qui descendirent les rampes des péniches se retrouvèrent face à un système défensif que le bombardement n'avait en rien entamé. Utah Beach. À l'extrémité occidentale, le débarquement de la 4e division d'infanterie américaine bénéficia d'une chaîne d'erreurs qui joua accidentellement en sa faveur. Une erreur de navigation, attribuée à des courants plus forts que prévu, dévia la première vague d'environ 1800 mètres au sud du point prévu. Ce secteur était précisément l'un de ceux qui avaient reçu le bombardement aérien le plus efficace de toute la côte normande. Les pilotes du 9 Bomber Command étaient descendus à des altitudes plus basses que celles prescrites, obtenant une précision inhabituelle. Les défenses allemandes sur ce tronçon étaient endommagées. Le seul point fort proche était le nid numéro 5 et la garnison. Des éléments de la 709e division statique avaient perdu une grande partie de sa capacité de feu avant même l'arrivée du premier soldat américain. Le capitaine Arthur Janke, commandant du nid numéro 5, observa impuissant 2 de ses bunkers de munitions brûlés avant même le début du débarquement, son canon anti-char réduit au silence par le bombardement, et l'un de ses propres soldats criait qu'il fallait se rendre. Janke, décoré de la croix de chevalier sur le front de l'Est, ne paniqua pas. Il ordonna de tenir les positions et saisit son fusil. Lorsque le 8e régiment d'infanterie américain débarqua, il fut accueilli par le feu des survivants de Janke. Mais la résistance était déjà tactiquement insignifiante. Sans communication, sans artillerie, plusieurs de ses hommes, dont un Polonais et un Tchèque, se rendant un à un sous l'effet du désespoir, Janke tira ses 2 fusées de signal convenues pour appeler l'artillerie d'appui. Personne ne répondit. Plaquait contre le béton, les dents serrées, en attendant que cela cesse. À l'intérieur des nids de résistance, les défenseurs avaient reçu une instruction précise. Rester à couvert pendant le bombardement et ne pas ouvrir le feu tant que les soldats ennemis ne se trouveraient pas à 400 mètres du rivage. C'était un ordre tactiquement sensé. S'exposer pendant le bombardement naval relevait du suicide et ouvrir le feu trop tôt alertait l'artillerie des destroyers, capable d'ajuster leurs tirs avec une précision dévastatrice. La discipline de feu que les défenseurs d'Omaha maintinrent durant les premières minutes du débarquement fut l'un des facteurs qui transformèrent cette plage en abattoir. Lorsque les rampes des péniches s'abaissèrent, les Allemands ouvrirent le feu depuis des positions intactes, avec des lignes de tir parfaites, à des distances rendant toute erreur impossible. Le bombardement préalable avait été, dans plusieurs secteurs, bien moins efficace que ne l'avaient espéré les planificateurs alliés. À Omaha Beach, les bombardiers B-17 de la 8e force aérienne, chargés de détruire les bunkers avant 6h30, larguèrent leurs bombes avec un retard de 30 secondes à 3 minutes, par crainte de frapper leurs propres troupes. Dans un secteur de plage où la vitesse des nuages bas rendait impossible l'observation visuelle directe, ce retard signifia que la majorité des 13 000 bombes tomba jusqu'à 3 km à l'intérieur des terres, dans des champs cultivés vides. Aucun bunker ne fut détruit. Les mitrailleuses, les canons antichars, les mortiers et les nids de tir de la 352e division demeurèrent complètement intacts. Les soldats qui descendirent les rampes des péniches se retrouvèrent face à un système défensif que le bombardement n'avait en rien entamé. Utah Beach. À l'extrémité occidentale, le débarquement de la 4e division d'infanterie américaine bénéficia d'une chaîne d'erreurs qui joua accidentellement en sa faveur. LAMG-42. Et l'homme qui ne cessait pas de tirer le WN-62 était construit sur une pente irrégulière de pelouse rase et de grès qui descendait vers le bord des falaises. Les hommes en position pouvaient voir toute la plage avec une clarté impitoyable. Le sable humide et brun, les obstacles d'acier disséminés dans la zone de marée, la ligne blanche de la houle, et au-delà, les péniches s'approchant en formation. Heinrich Severlo, âgé de 21 ans, né à Metzingen, l'actuel Eldingen, en Basse-Saxe, n'était pas un fanatique. Selon son propre témoignage ultérieur, il ne voulait pas être dans cette guerre. Il ne voulait pas être en France et il ne voulait pas tirer à la mitrailleuse sur des garçons de son âge.
Il avait été affecté au lieutenant Frère King comme ordonnance, un rôle d'assistant personnel et de messager. Mais au W en 62 ce jour-là, Frère King coordonnait les tirs d'artillerie depuis le bunker de communication et Severlo était le seul encore en position avec la mitrailleuse. Lorsque les rampes frontales des premières péniches s'abaissèrent face à la plage de Easy Red, la mitrailleuse entra en action. Les instructions étaient claires. Attendre que les soldats aient de l'eau jusqu'aux genoux afin de s'assurer qu'ils soient bien sur la plage et ne puissent plus reculer. Franz Gockel, qui observait depuis sa position adjacente, le décrivit ainsi. Bientôt, toute la plage fut couverte d'Américains. Beaucoup restèrent étendus sur le sable, mais lorsque l'eau monta, ils durent eux aussi continuer à avancer. Nous les avons repris sous le feu. Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi ceux qui se trouvaient sous cette pluie de balles continuaient d'avancer malgré leurs pertes énormes. Severlo tira sans interruption pendant des heures. Ce n'est que lorsque les canons de la MG-42 surchauffaient et devaient refroidir qu'il utilisait un fusil carabineur 98 Capre pour continuer à maintenir le feu. L'un de ces fusils chauffa à tel point que le mécanisme fut endommagé et dut être remplacé. Des soldats qui lui fournissaient des munitions depuis un bunker proche maintenaient la chaîne d'approvisionnement en fonctionnement. La seconde mitrailleuse du W en 62 fut mise hors service en milieu de matinée par des éclats de grenades. Severlo était le seul opérateur encore actif dans son secteur. Vers 10h12, un message radio transmis depuis les positions allemandes confirma ce que Severlo soupçonnait déjà en entendant le silence autour de lui. Une seule mitrailleuse restait opérationnelle au W en 62. C'était la sienne. Le moment le plus perturbant de cette matinée, selon ses mémoires publiées en 2000 sous le titre WN62, Erinnerungen an Omaha Beach, ne fut pas de tirer sans relâche pendant des heures. Ce fut un seul coup de feu. Devant sa position, derrière les restes de 2 blocs de béton d'un ancien moulin d'une usine de matériaux de construction, un soldat américain équipé d'un lance-flamme dans le dos s'abrita. Severlo le vit, visa avec le K-98 et tira. La balle traversa le casque du soldat. Ce tir unique, parmi les milliers qu'il effectua ce jour-là, resta gravé dans sa mémoire d'une manière que les autres ne le furent pas. Pendant des années, il le visita en rêve. Pire, disait-il, que d'avoir vu tomber des dizaines d'hommes sous les rafales de la MG-42. Cet homme-là avait un visage. Aux alentours de 14 heures, Severlo aperçut des chars Sherman s'approchant depuis l'ouest. Les munitions principales de la MG-42 étaient presque épuisées et il continua de tirer avec des projectiles traçants. Peu après, une explosion atteignit sa position et le blessa au visage. Il resta à son poste. À 15 heures, le lieutenant Frère King, conscient que les flancs avaient cédé et que le W en 62 était pratiquement encerclé, ordonna la retraite. Il ne restait plus que 3 hommes, Frère King, Severlo et un soldat dont le nom n'a pas été conservé. Selon le témoignage de Severlo, Frère King le regarda avant de lui ordonner de sortir le premier. Il lui serra la main, le fixa gravement et lui dit de faire très attention. Severlo obéit. Il courut de cratère en direction de Saint-Laurent. Il attendit le lieutenant. Le lieutenant n'arriva pas. Une balle dans la tête, en terrain découvert. Frère King mourut pendant la retraite. Le soldat sans nom tomba plus tard, à l'intérieur des terres. Severlo tira pendant 9 heures un minimum de 12 000 cartouches avec la MG-42 et environ 400 avec le K-98. Les estimations concernant les pertes qu'il infligea, même les plus conservatrices parmi les historiens, dépassent les 1000 hommes. Lui-même, dans une interview accordée en 2004, déclara « Il s'agissait définitivement d'au moins 1000 hommes, très probablement plus de 2000, mais je ne sais pas sur combien d'hommes j'ai tiré. C'était horrible. Y penser me donne envie de vomir. » Repris sous le feu. Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi ceux qui se trouvaient sous cette pluie de balles continuaient d'avancer malgré leurs pertes énormes. Severlo tira sans interruption pendant des heures. Ce n'est que lorsque les canons de la MG-42 surchauffaient et devaient refroidir qu'il utilisait un fusil carabineur 98 Capre pour continuer à maintenir le feu. L'un de ces fusils chauffa à tel point que le mécanisme fut endommagé et dut être remplacé.
Des soldats qui lui fournissaient des munitions depuis un bunker proche maintenaient la chaîne d'approvisionnement en fonctionnement. La seconde mitrailleuse du W en 62 fut mise hors service en milieu de matinée par des éclats de grenades. Severloh était le seul opérateur encore actif dans son secteur. Vers 10h12, un message radio transmis depuis les positions allemandes confirma ce que Severloh soupçonnait déjà en entendant le silence autour de lui. Une seule mitrailleuse restait opérationnelle au W en 62. C'était la sienne. Le moment le plus perturbant de cette matinée, selon ses mémoires publiées en 2000 sous le titre WN62, Erinnerungen an Omaha Beach, ne fut pas de tirer sans relâche pendant des heures. Ce fut un seul coup de feu. Devant sa position, derrière les restes de 2 blocs de béton d'un ancien moulin d'une usine de matériaux de construction, un soldat américain équipé d'un lance-flamme dans le dos s'abrita. Severloh le vit, visa avec le K 98 et tira. La balle traversa le casque du soldat. Ce tir unique, parmi les milliers qu'il effectua ce jour-là, resta gravé dans sa mémoire d'une manière que les autres ne le furent pas. Pendant des années, il le visita en rêve. Pire, disait-il, que d'avoir vu tomber des dizaines d'hommes sous les rafales de la MG-42. Cet homme-là avait un visage. Aux alentours de 14 heures, Severloh aperçut des chars Sherman s'approchant depuis l'ouest. Les munitions principales de la MG-42 étaient presque épuisées et il continua de tirer avec des projectiles traçants. Peu après, une explosion atteignit sa position et le blessa au visage. Il resta à son poste. À 15 heures, le commandement endormit. La réaction allemande. Alors que les hommes dans les nids de résistance combattèrent seuls et sans renfort, la chaîne de commandement allemande traversait l'une des crises les plus graves de la guerre. Il ne s'agissait pas seulement du fait qu'Hitler dormait jusqu'à 9 heures du matin, c'est que l'ensemble du système était conçu pour se paralyser. Le maréchal Erwin Rommel ne se trouvait pas à son poste de commandement au château de la Roche-Guyon. Il s'était rendu à Erlingen, en Allemagne, pour célébrer l'anniversaire de son épouse le 5 juin et prévoyait de rendre visite à Hitler le lendemain afin de tenter d'obtenir le contrôle opérationnel de la 12e SS Panzer et de la Panzerlehr. Lorsqu'il fut informé par téléphone à 6h30 du matin le 6 juin que le débarquement avait commencé, il entama immédiatement le voyage de retour, mais lorsqu'il arriva à son quartier général, la fenêtre critique des premières heures s'était déjà refermée. Le général Friedrich Dollmann, commandant de la 7e armée, avait convoqué des exercices de guerre à Rennes pour le 6 juin, une simulation de réponse à une invasion alliée. Ce qui signifie qu'une grande partie de ses commandants de division étaient en route vers Rennes, ou déjà dans cette ville lorsque le débarquement commença. Le général Karl Wilhelm von Schlieben, de la 709e division, et le général Wilhelm Fallet, de la 91e division aéroportée, figuraient parmi eux. Tous deux firent demi-tour en recevant les rapports. Fallet n'arriva pas à destination. En regagnant son quartier général à proximité de Carentan, il fut pris en embuscade sur la route par des parachutistes américains de la 82e division aéroportée. Il fut projeté hors de son véhicule, grièvement blessé. Lorsqu'il tenta d'atteindre son pistolet en rampant, un lieutenant américain l'acheva. Le général Fallet fut le premier général allemand à mourir en Normandie. Le général Edgar Feuchtinger, commandant de la 21e division Panzer, la seule unité blindée déployée à une distance raisonnable de la côte, n'était pas à son poste de commandement cette nuit-là. Il se trouvait avec sa maîtresse à Paris et n'emportait avec lui aucune radio. Son absence contribua à accroître la confusion déjà générée par la complexité de la chaîne de commandement. La division fut pratiquement paralysée pendant des heures, engagée dans de petits combats contre les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée qui avaient atterri à l'est de la rivière Horn, mais sans recevoir d'ordre clair pour attaquer les plages. Hitler se réveilla vers 8 heures du matin. Lorsqu'on l'informa des débarquements, il se montra satisfait. Convaincu qu'il s'agissait d'un leurre et que le véritable coup viendrait au Pas-de-Calais, il déclara que le moment était venu de détruire les Alliés sur le continent. Il aborda la situation avec calme. Ce ne fut qu'en début d'après-midi qu'il autorisa le mouvement des divisions Panzer de réserve. À 10h30, le général Erich Marx, commandant du 84e corps et officier de plus haut rang que les événements avaient placé au centre de la crise, ordonna à la 21e division Panzer d'attaquer les positions britanniques sur les plages.
Le supérieur direct de la division, Feuchtinger lui-même, déjà de retour à son poste, annula l'ordre au motif qu'il nécessitait l'autorisation du groupe d'armée B. S'ensuivit une chaîne d'appels entre Fritz Bayerlein, Dollmann et Marx pour décider s'il fallait ou non engager les chars en plein jour. Bayerlein considérait comme une folie d'exposer des blindés à l'artillerie navale et aux chasseurs bombardiers alliés pour ce qu'il croyait encore être une incursion secondaire. À 14h30, Gerd von Rundstedt ordonna finalement au commandant Fritz Witt de faire avancer la 12e SS Panzer Hitler-Jugend vers la côte normande. Il le fit à contre-cœur. Il craignait qu'en déplaçant cette unité vers le nord, elle ne se retrouve mal positionnée pour répondre à ce qui demeurait dans son esprit, la véritable invasion à Calais. À 16h, la 21e division Panzer reçut l'ordre d'attaquer la brèche entre les zones de débarquement britanniques et canadiennes. Le général Marx dit au colonel Hermann von Oppeln-Bronikowski, qui dirigerait l'attaque, « Si nous ne jetons pas les Britanniques à la mer, nous aurons perdu la guerre. » Commencé, il entama immédiatement le voyage de retour, mais lorsqu'il arriva à son quartier général, la fenêtre critique des premières heures s'était déjà refermée. Le général Friedrich Dollmann, commandant de la 7e armée, avait convoqué des exercices de guerre à Rennes pour le 6 juin, une simulation de réponse à une invasion alliée. Ce qui signifie qu'une grande partie de ses commandants de division étaient en route vers Rennes, ou déjà dans cette ville lorsque le débarquement commença. Le général Karl Wilhelm von Schlieben de la 709e division et le général Wilhelm Fallet de la 91e division aéroportée figuraient parmi eux. Tous deux firent demi-tour en recevant les rapports. Fallet n'arriva pas à destination. En regagnant son quartier général à proximité de Carentan, il fut pris en embuscade sur la route par des parachutistes américains de la 82e division aéroportée. Il fut projeté hors de son véhicule, grièvement blessé. Lorsqu'il tenta d'atteindre son pistolet en rampant, un lieutenant américain l'acheva. Le général Fallet fut le premier général allemand à mourir en Normandie. Le général Edgar Feuchtinger, commandant de la 21e division Panzer, la seule unité blindée déployée à une distance raisonnable de la côte, n'était pas à son poste de commandement cette nuit-là. Il se trouvait avec sa maîtresse à Paris et n'emportait avec lui aucune radio. Son absence contribua à accroître la confusion déjà générée par la complexité de la chaîne de commandement. La division fut pratiquement paralysée pendant des heures, engagée dans de petits combats contre les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée qui avaient atterri à l'est de la rivière Horn, mais sans recevoir d'ordre clair pour attaquer les plages. Hitler se réveilla vers 8 heures du matin. Lorsqu'on l'informa des débarquements, il se montra satisfait. Convaincu qu'il s'agissait d'un leurre et que le véritable coup viendrait au pas de Calais, il déclara que le moment était venu de détruire les Alliés sur le continent. Il aborda la situation avec calme. Ce ne fut qu'en début d'après-midi qu'il autorisa le mouvement des divisions Panzer de réserve. À 10h30, le général Erich Marx, commandant du 84e corps et officier de plus haut rang que les événements avaient placé au centre de la crise, ordonna à la 21e division Panzer d'attaquer les positions britanniques sur les plages. Le supérieur direct de la division, Feuchtinger lui-même, déjà de retour à son poste, annula l'ordre au motif qu'il nécessitait l'autorisation du groupe d'armée B. S'ensuivit une chaîne d'appels entre Fritz Bayerlein, Dollmann et Marx pour décider s'il fallait ou non engager les chars en plein jour. Bayerlein considérait comme une folie d'exposer des blindés à l'artillerie navale et aux chasseurs bombardiers alliés pour ce qu'il croyait encore être une incursion secondaire. À 14h30, Gerd von Rundstedt ordonna finalement au commandant Fritz Witt de faire avancer la 12e SS Panzer Hitler-Jugend vers la côte normande. Il le fit à contre-cœur. Il craignait qu'en déplaçant cette unité vers le nord, elle ne se retrouve mal positionnée pour répondre à ce qui demeurait dans son esprit, la véritable invasion à Calais. À 16h, la 21e division Panzer reçut l'ordre d'attaquer la brèche entre les zones de débarquement britanniques et canadiennes. Le général Marx dit au colonel Hermann von Oppeln-Bronikowski, qui dirigerait l'attaque, « Si nous ne jetons pas les Britanniques à la mer, nous aurons perdu la guerre. » Commencé, il entama immédiatement le voyage de retour, mais lorsqu'il arriva à son quartier général, la fenêtre critique des premières heures s'était déjà refermée.
Le général Friedrich Dollmann, commandant de la 7e armée, avait convoqué des exercices de guerre à Rennes pour le 6 juin, une simulation de réponse à une invasion alliée. Ce qui signifie qu'une grande partie de ses commandants de division étaient en route vers Rennes, ou déjà dans cette ville lorsque le débarquement commença. Le général Karl Wilhelm von Schlieben de la 709e division et le général Wilhelm Fallet de la 91e division aéroportée figuraient parmi eux. Tous deux firent demi-tour en recevant les rapports. Fallet n'arriva pas à destination. En regagnant son quartier général à proximité de Carentan, il fut pris en embuscade sur la route par des parachutistes américains de la 82e division aéroportée. Il fut projeté hors de son véhicule, grièvement blessé. Lorsqu'il tenta d'atteindre son pistolet en rampant, un lieutenant américain l'acheva. Le général Fallet fut le premier général allemand à mourir en Normandie. Le général Edgar Feuchtinger, commandant de la 21e division Panzer, la seule unité blindée déployée à une distance raisonnable de la côte, n'était pas à son poste de commandement cette nuit-là. Il se trouvait avec sa maîtresse à Paris et n'emportait avec lui aucune radio. Son absence contribua à accroître la confusion déjà générée par la complexité de la chaîne de commandement. La division fut pratiquement paralysée pendant des heures, engagée dans de petits combats contre les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée qui avaient atterri à l'est de la rivière Orne, mais sans recevoir d'ordre clair pour attaquer les plages. Hitler se réveilla vers 8 heures du matin. Lorsqu'on l'informa des débarquements, il se montra satisfait. Convaincu qu'il s'agissait d'un leurre et que le véritable coup viendrait au Pas-de-Calais, il déclara que le moment était venu de détruire les Alliés sur le continent. Il aborda la situation avec calme. Ce ne fut qu'en début d'après-midi qu'il autorisa le mouvement des divisions Panzer de réserve. À 10h30, le général Erich Marx, commandant du 84e corps et officier de plus haut rang que les événements avaient placé au centre de la crise, ordonna à la 21e division Panzer d'attaquer les positions britanniques sur les plages. Le supérieur direct de la division, Feuchtinger lui-même, déjà de retour à son poste, annula l'ordre au motif qu'il nécessitait l'autorisation du groupe d'armée B. S'ensuivit une chaîne d'appels entre Fritz Bayerlein, Dollmann et Marx pour décider s'il fallait ou non engager les chars en plein jour. Bayerlein considérait comme une folie d'exposer des blindés à l'artillerie navale et aux chasseurs bombardiers alliés pour ce qu'il croyait encore être une incursion secondaire. À 14h30, Gerd von Rundstedt ordonna finalement au commandant Fritz Witt de faire avancer la 12e SS Panzer Hitler-Jugend vers la côte normande. Il le fit à contre-cœur. Il craignait qu'en déplaçant cette unité vers le nord, elle ne se retrouve mal positionnée pour répondre à ce qui demeurait dans son esprit la véritable invasion à Calais. À 16h, la 21e division Panzer reçut l'ordre d'attaquer la brèche entre les zones de débarquement britanniques et canadiennes. Le général Marx dit au colonel Hermann von Oppeln-Bronikowski, qui dirigerait l'attaque, « Si nous ne jetons pas les Britanniques à la mer, nous aurons perdu la guerre. » Commencé, il entama immédiatement le voyage de retour, mais lorsqu'il arriva à son quartier général, la fenêtre critique des premières heures s'était déjà refermée. Le général Friedrich Dollmann, commandant de la 7e armée, avait convoqué des exercices de guerre à Rennes pour le 6 juin, une simulation de réponse à une invasion alliée. Ce qui signifie qu'une grande partie de ses commandants de division étaient en route vers Rennes, ou déjà dans cette ville lorsque le débarquement commença. Le général Karl Wilhelm von Schlieben de la 709e division et le général Wilhelm Fallet de la 91e division aéroportée figuraient parmi eux. Tous deux firent demi-tour en recevant les rapports. Fallet n'arriva pas à destination. En regagnant son quartier général à proximité de Carentan, il fut pris en embuscade sur la route par des parachutistes américains de la 82e division aéroportée. Il fut projeté hors de son véhicule, grièvement blessé. Lorsqu'il tenta d'atteindre son pistolet en rampant, un lieutenant américain l'acheva. Le général Fallet fut le premier général allemand à mourir en Normandie. Le général Edgar Feuchtinger, commandant de la 21e division Panzer, la seule unité blindée déployée à une distance raisonnable de la côte, n'était pas à son poste de commandement cette nuit-là. Il se trouvait avec sa maîtresse à Paris et n'emportait avec lui aucune radio.
Son absence contribua à accroître la confusion déjà générée par la complexité de la chaîne de commandement. La division fut pratiquement paralysée pendant des heures, engagée dans de petits combats contre les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée qui avaient atterri à l'est de la rivière Horn, mais sans recevoir d'ordre clair pour attaquer les plages. Hitler se réveilla vers 8 heures du matin. Lorsqu'on l'informa des débarquements, il se montra satisfait. Convaincu qu'il s'agissait d'un leurre et que le véritable coup viendrait au Pas-de-Calais, il déclara que le moment était venu de détruire les Alliés sur le continent. Il aborda la situation avec calme. Ce ne fut qu'en début d'après-midi qu'il autorisa le mouvement des divisions Panzer de réserve. À 10h30, le général Erich Marx, commandant du 84e corps et officier de plus haut rang que les événements avaient placé au centre de la crise, ordonna à la 21e division Panzer d'attaquer les positions britanniques sur les plages. Le supérieur direct de la division, Feuchtinger lui-même, déjà de retour à son poste, annula l'ordre au motif qu'il nécessitait l'autorisation du groupe d'armée B. S'ensuivit une chaîne d'appels entre Fritz Bayerlein, Dollmann et Marx pour décider s'il fallait ou non engager les chars en plein jour. Bayerlein considérait comme une folie d'exposer des blindés à l'artillerie navale et aux chasseurs bombardiers alliés pour ce qu'il croyait encore être une incursion secondaire. À 14h30, Gerd von Rundstedt ordonna finalement au commandant Fritz Witt de faire avancer la 12e SS Panzer Hitler-Jugend vers la côte normande. Il le fit à contre-cœur. Il craignait qu'en déplaçant cette unité vers le nord, elle ne se retrouve mal positionnée pour répondre à ce qui demeurait dans son esprit la véritable invasion à Calais. À 16h, la 21e division Panzer reçut l'ordre d'attaquer la brèche entre les zones de débarquement britanniques et canadiennes. Le général Marx dit au colonel Hermann von Oppeln-Bronikowski, qui dirigerait l'attaque, « Si nous ne jetons pas les Britanniques à la mer, nous aurons perdu la guerre. » Commencé, il entama immédiatement le voyage de retour, mais lorsqu'il arriva à son quartier général, la fenêtre critique des premières heures s'était déjà refermée. Le général Friedrich Dollmann, commandant de la 7e armée, avait convoqué des exercices de guerre à Rennes pour le 6 juin, une simulation de réponse à une invasion alliée. Ce qui signifie qu'une grande partie de ses commandants de division étaient en route vers Rennes, ou déjà dans cette ville lorsque le débarquement commença. Le général Karl Wilhelm von Schlieben de la 709e division et le général Wilhelm Fallet de la 91e division aéroportée figuraient parmi eux. Tous deux firent demi-tour en recevant les rapports. Fallet n'arriva pas à destination. En regagnant son quartier général à proximité de Carentan, il fut pris en embuscade sur la route par des parachutistes américains de la 82e division aéroportée. Il fut projeté hors de son véhicule, grièvement blessé. Lorsqu'il tenta d'atteindre son pistolet en rampant, un lieutenant américain l'acheva. Le général Fallet fut le premier général allemand à mourir en Normandie. Le général Edgar Feuchtinger, commandant de la 21e division Panzer, la seule unité blindée déployée à une distance raisonnable de la côte, n'était pas à son poste de commandement cette nuit-là. Il se trouvait avec sa maîtresse à Paris et n'emportait avec lui aucune radio. Son absence contribua à accroître la confusion déjà générée par la complexité de la chaîne de commandement. La division fut pratiquement paralysée pendant des heures, engagée dans de petits combats contre les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée qui avaient atterri à l'est de la rivière Horn, mais sans recevoir d'ordre clair pour attaquer les plages. Hitler se réveilla vers 8 heures du matin. Lorsqu'on l'informa des débarquements, il se montra satisfait. Convaincu qu'il s'agissait d'un leurre et que le véritable coup viendrait au Pas-de-Calais, il déclara que le moment était venu de détruire les Alliés sur le continent. Il aborda la situation avec calme. Ce ne fut qu'en début d'après-midi qu'il autorisa le mouvement des divisions Panzer de réserve. À 10h30, le général Erich Marx, commandant du 84e corps et officier de plus haut rang que les événements avaient placé au centre de la crise, ordonna à la 21e division Panzer d'attaquer les positions britanniques sur les plages. Le supérieur direct de la division, Feuchtinger lui-même, déjà de retour à son poste, annula l'ordre au motif qu'il nécessitait l'autorisation du groupe d'armée B. S'ensuivit une chaîne d'appels entre Fritz Bayerlein, Dollmann et Marx pour décider s'il fallait ou non engager les chars en plein jour.
Bayerlein considérait comme une folie d'exposer des blindés à l'artillerie navale et aux chasseurs bombardiers alliés. Les enfants de Hitler, la 12e SS au combat. Le 7 juin 1944, lorsque les premiers éléments de la 12e division SS Panzer Hitler Jugend arrivèrent sur le front normand, personne du côté allié ne savait exactement ce qui s'approchait. La division était composée en grande majorité de jeunes âgés de 17 à 18 ans, recrutés dans les rangs des jeunesses hitlériennes. Ces cadres supérieurs provenaient de la première SS Panzer Leibstandart, des vétérans du front de l'Est fort de plusieurs années de combat. Cette combinaison était délibérée, un fanatisme idéologique construit dès l'enfance, associé à une structure de commandement formée dans les champs d'extermination du front soviétique. Son entraînement avait suivi la devise imposée directement depuis Berlin. Souple comme le cuir, résistant comme l'acier Krupp, rapide comme des lévriers. Aucun exercice en caserne. Toute l'instruction se faisait dans des conditions de combat réelles. On leur inculquait une loyauté inconditionnelle à la mission, le mépris de la douleur et la volonté de sacrifice comme vertu suprême. Pour beaucoup de ces garçons arrivés en Normandie en juin 1944, la guerre était la seule forme de vie qu'ils aient connue avec intensité. Leur commandant était le Standartenführer Fritz Witt, âgé de 35 ans, décoré de la croix de chevalier avec feuilles de chêne. À ses côtés se trouvait Kurt Meyer, officier de 33 ans surnommé Panzermeyer pour son agressivité tactique, qui commandait le régiment de reconnaissance. Meyer était connu dans la division pour sa capacité à entraîner ses hommes au combat par la seule force de sa personnalité. Et parmi ses soldats circulait la conviction qu'il était invulnérable. Le 7 juin, les forces britanniques tentèrent pour la première fois d'avancer vers Caen depuis les têtes de pont. Elles furent arrêtées. Le 8 juin, elles essayèrent de nouveau. Arrêtées. Le 11 juin, la 51e division d'infanterie écossaise, Highland, attaqua au sud de Rambil dans le but d'atteindre Seton-Noran. Après 2 jours de combat dans les haies, les Écossais furent contraints de se replier avec de lourdes pertes. Les chasseurs bombardiers alliés, les Typhoons britanniques et les P-47 américains que les Allemands appelaient Jabos, poursuivaient sans relâche tout mouvement sur les routes. Les soldats de la Hitler-Jugend les baptisèrent les insectes furieux. Depuis les airs, les pilotes alliés les surnommaient la division enfantine et parièrent sur la capacité du fanatisme juvénile à supporter le harcèlement aérien constant. Il résista. Et plus encore. Les Hitler-Jugend combattaient dans le bocage normand, ce réseau labyrinthique de champs étroits, séparés par des murs végétaux, atteignant jusqu'à 2 mètres de hauteur, avec une férocité qui surprit même les vétérans. Depuis des positions camouflées dans les haies, ils déployaient Panzerfaust, mitrailleuses MG-42 et artillerie anti-char dans des embuscades qui transformaient chaque tentative d'avance alliée en piège mortel. Beaucoup de leurs officiers furent impressionnés par les hommes qu'ils commandaient. Ils tenaient sous le feu comme s'ils avaient des années de combat derrière eux. Le 14 juin 1944, une attaque navale britannique frappa à proximité du poste de commandement de la division à Wenzell. Fritz Witt fut atteint au visage par des éclats et mourut sur le coup, ainsi qu'un de ses officiers. La nouvelle provoqua une profonde commotion au sein de l'unité. Witt fut enterré avec les honneurs militaires au cimetière de Champigny-sur-Marne. Le commandement revint à Kurt Meyer qui, à 33 ans, devint le plus jeune général de l'armée allemande. À la fin de la campagne de Normandie, la Hitler-Jugend avait subi environ 60% de pertes. Les Alliés la considérèrent comme la force la plus redoutable qu'ils aient affrontée en France. Ces cadres supérieurs provenaient de la première SS Panzer Leibstandart, des vétérans du front de l'Est fort de plusieurs années de combat. Cette combinaison était délibérée. Un fanatisme idéologique construit dès l'enfance, associé à une structure de commandement formée dans les champs d'extermination du front soviétique. Son entraînement avait suivi la devise imposée directement depuis Berlin. Souple comme le cuir, résistant comme l'acier Krupp, rapide comme des lévriers. Aucun exercice en caserne. Toute l'instruction se faisait dans des conditions de combat réelles. On leur inculquait une loyauté inconditionnelle à la mission, le mépris de la douleur et la volonté de sacrifice comme vertu suprême.
Pour beaucoup de ces garçons arrivés en Normandie en juin 1944, la guerre était la seule forme de vie qu'ils aient connue avec intensité. Leur commandant était le Standartenführer Fritz Witt, âgé de 35 ans, décoré de la croix de chevalier avec feuilles de chêne. À ses côtés se trouvait Kurt Meyer, officier de 33 ans surnommé Panzermeyer pour son agressivité tactique, qui commandait le régiment de reconnaissance. Meyer était connu dans la division pour sa capacité à entraîner ses hommes au combat par la seule force de sa personnalité. Et parmi ses soldats circulait la conviction qu'il était invulnérable. Le 7 juin, les forces britanniques tentèrent pour la première fois d'avancer vers Caen depuis les têtes de pont. Elles furent arrêtées. Le 8 juin, elles essayèrent de nouveau. Arrêtées. Le 11 juin, la 51e division d'infanterie écossaise, Highland, attaqua au sud de Rambil dans le but d'atteindre Seton-Noran. Après 2 jours de combat dans les haies, les Écossais furent contraints de se replier avec de lourdes pertes. Les chasseurs bombardiers alliés, les Typhoons britanniques et les P-47 américains que les Allemands appelaient Jabos, poursuivaient sans relâche tout mouvement sur les routes. Les soldats de la Hitlerjugend les baptisèrent les insectes furieux. Depuis les airs, les pilotes alliés les surnommaient la division enfantine et parièrent sur la capacité du fanatisme juvénile à supporter le harcèlement aérien constant. Il résista. Et plus encore. Les Hitlerjugend combattaient dans le bocage normand, ce réseau labyrinthique de champs étroits, séparés par des murs végétaux, atteignant jusqu'à 2 mètres de hauteur, avec une férocité qui surprit même les vétérans. Depuis des positions camouflées dans les haies, ils déployaient Panzerfaust, mitrailleuses MG-42 et artillerie anti-char dans des embuscades qui transformaient chaque tentative d'avance alliée en piège mortel. Beaucoup de leurs officiers furent impressionnés par les hommes qu'ils commandaient. Ils tenaient sous le feu comme s'ils avaient des années de combat derrière eux. Le 14 juin 1944, une attaque navale britannique frappa à proximité du poste de commandement de la division à Wenzell. Fritz Witt fut atteint au visage par des éclats et mourut sur le coup, ainsi qu'un de ses officiers. La nouvelle provoqua une profonde commotion au sein de l'unité. Witt fut enterré avec les honneurs militaires au cimetière de Champigny-sur-Marne. Le commandement revint à Kurt Meyer qui, à 33 ans, devint le plus jeune général de l'armée allemande. À la fin de la campagne de Normandie, la Hitlerjugend avait subi environ 60% de pertes. Les Alliés la considérèrent comme la force la plus redoutable qu'ils aient affrontée en France. Ces cadres supérieurs provenaient de la première SS Panzer Leibstandart, des vétérans du front de l'Est fort de plusieurs années de combat. Cette combinaison était délibérée. Un fanatisme idéologique construit dès l'enfance, associé à une structure de commandement formée dans les champs d'extermination du front soviétique. Son entraînement avait suivi la devise imposée directement depuis Berlin. Souple comme le cuir, résistant comme l'acier Krupp, rapide comme des lévriers. Aucun exercice en caserne. Toute l'instruction se faisait dans des conditions de combat réelles. On leur inculquait une loyauté inconditionnelle à la mission, le mépris de la douleur et la volonté de sacrifice comme vertu suprême. Pour beaucoup de ces garçons arrivés en Normandie en juin 1944, la guerre était la seule forme de vie qu'ils aient connue avec intensité. Leur commandant était le Standartenführer Fritz Witt, âgé de 35 ans, décoré de la croix de chevalier avec feuilles de chêne. À ses côtés se trouvait Kurt Meyer, officier de 33 ans surnommé Panzermeyer pour son agressivité tactique, qui commandait le régiment de reconnaissance. Meyer était connu dans la division pour sa capacité à entraîner ses hommes au combat par la seule force de sa personnalité. Et parmi ses soldats circulait la conviction qu'il était invulnérable. Le 7 juin, les forces britanniques tentèrent pour la première fois d'avancer vers Caen depuis les têtes de pont. Elles furent arrêtées. Le 8 juin, elles essayèrent de nouveau. Arrêtées. Le 11 juin, la 51e division d'infanterie écossaise, Highland, attaqua au sud de Rambil dans le but d'atteindre Seton-Noran. Après 2 jours de combat dans les haies, les Écossais furent contraints de se replier avec de lourdes pertes. Les chasseurs bombardiers alliés, les Typhoons britanniques et les P-47 américains que les Allemands appelaient Jabos, poursuivaient sans relâche tout mouvement sur les routes. Les soldats de la Hitlerjugend les baptisèrent les insectes furieux.
Depuis les airs, les pilotes alliés les surnommaient la division enfantine et parièrent sur la capacité du fanatisme juvénile à supporter le harcèlement aérien constant. Il résista. Et plus encore. Les Hitlerjugend combattaient dans le bocage normand, ce réseau labyrinthique de champs étroits, séparés par des murs végétaux, atteignant jusqu'à 2 mètres de hauteur, avec une férocité qui surprit même les vétérans. Depuis des positions camouflées dans les haies, ils déployaient Panzerfaust, mitrailleuses MG-42 et artillerie anti-char dans des embuscades qui transformaient chaque tentative d'avance alliée en piège mortel. Beaucoup de leurs officiers furent impressionnés par les hommes qu'ils commandaient. Ils tenaient sous le feu comme s'ils avaient des années de combat derrière eux. Le 14 juin 1944, une attaque navale britannique frappa à proximité du poste de commandement de la division à Wenzell. Fritz Witt fut atteint